Donc, Yann Raison du Clesiu, c'est ça? Oui, D'accord. Donc, vous êtes sociologue, oui, vous êtes politologue en partie, tout à fait. et notre sujet, les forêts, l'habitation, l'inhabitation. Selon vous, est-ce que les forêts sont sauvages aujourd'hui? Bah alors, on peut répondre de deux manières. C'est vrai que dans notre imaginaire occidental, notre imaginaire en Europe, la forêt, c'est le lieu sauvage par excellence, c'est le lieu inhabité. Et d'ailleurs, la définition, enfin l'étymologie même du mot forêt, ça vient du latin foris, qui veut dire ce qui est en dehors de l'enclos cultivé. Donc la forêt, on l'a toujours pensé, enfin longtemps pensé en Europe, comme ce qui est en dehors de la société, ce qui du coup échappe au social, ce qui est sauvage. Et ça correspond dans notre imaginaire à tout un ensemble de légendes. La forêt, ça serait ce qui a précédé l'humanité, hein. L'homme serait arrivé dans un monde peuplé de forêts. Du coup, les forêts seraient peuplées de tas d'êtres euh, magiques, enchantés. Ce sont des représentations qu'on a toujours dans beaucoup de films, hein. C'est la forêt, c'est le lieu sauvage, c'est le lieu enchanté. Donc tout ça, ça correspond vraiment à notre imaginaire occidental. Mais en même temps, les forêts en Europe, la plupart, ce sont des forêts qui, depuis des millénaires, sont des forêts habitées, dans le sens où ce sont des forêts cultivées, puisqu'on exploite le bois, on chasse le gibier, on ramasse le bois mort. Au Moyen Âge, les forêts étaient utilisées comme un endroit où on allait faire paître les cochons. C'était donc la forêt a toujours été un espace extrêmement habité. Et aujourd'hui, la plupart des forêts françaises sont des sites, je dirais, des sites exploités. Ce sont des sites cultivés pour la sylviculture, pour le bois, pour la charpente. Donc la forêt est un espace très habité aujourd'hui. À ce moment-là, plus de forêts sauvages en Europe. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Non, alors justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que nos forêts sont donc des espaces extrêmement cultivés. Ce sont des lieux qui font complètement partie de la société, hein, à la fois pour la production économique, mais aussi pour les loisirs. Vous avez dans les forêts autour de Paris beaucoup de citadins qui vont faire du jogging, qui vont ramasser des champignons. Donc c'est un espace très cultivé. Et d'ailleurs, ça a des effets pervers. C'est qu'il y a tellement d'usage de la forêt que ça peut menacer la forêt. Et c'est pour ça que certains... Nous sommes une menace pour la forêt? non, ça peut juste... tout dépend. Mais vous avez des réserves intégrales qui ont été créées pour créer donc des forêts sauvages. C'est-à-dire qu'en Europe, nous avons des forêts sauvages, Oui. mais elles ont été créées par l'homme. En France, par exemple, il y a je crois qu'il y a environ 150 sites que l'Office national des forêts a décidé de ne plus exploiter. Du coup, vous voyez, les forêts sauvages, ce sont des forêts que l'homme a choisi de ne plus exploiter. La forêt sauvage, ça n'est donc pas ce qui précède l'homme, c'est finalement un produit de l'action humaine. Vous avez une réserve intégrale très connue, en forêt noire par exemple, donc où il n'y a plus aucune intervention humaine, mais alors ça produit un paysage forestier auquel on n'est pas habitué. C'est que c'est plus du tout la forêt romantique, la belle forêt comme on l'aime en France, qui est une forêt complètement exploitée, avec des belles futaies. C'est une forêt jonchée de bois morts, jonchée d'arbres morts. La forêt sauvage, finalement, c'est quelque chose qui nous est très étranger, auquel on n'est pas habitué. En gros, ça devient un objet de fantasme. Alors, est-ce que c'est un objet de fantasme? Je ne sais pas, mais en tout cas, la forêt, c'est effectivement un lieu qui est très investi par l'imaginaire, C'est ça. C'est ça. et vous avez à toutes époques des personnes qui ont rejoint la forêt parce que la vie dans les bois était considérée comme un retour à une vie plus authentique. Bon, au Moyen Âge, vous aviez les saints, les moines qui allaient dans les déserts, mais les déserts, c'était les forêts. Au 19e, vous avez le mouvement romantique. Aux États-Unis, vous avez quelqu'un comme Henry Thoreau qui va, à la moitié du 19e, vivre près de l'étang de Walden pour retrouver une vie plus authentique. Et en France, vous avez toujours aujourd'hui un mouvement
euh, de personnalités qui vont vivre dans des cabanes, dans les bois, pour y retrouver un sens de la vie, une certaine authenticité. D'accord, si je résume bien, on entretient les forêts, la forêt a une place dans l'imaginaire, on la cultive ou pas, finalement la question se pose, mais quelle liberté laisse-t-on aux forêts? À quelle liberté laisse-t-on aux forêts? C'est une vaste question. Et faut-il laisser une liberté aux forêts? Vous savez, parmi les gestionnaires de la nature, parmi les écologues, il y a un grand clivage. Il y a un clivage entre ceux qu'on appelle les écologues gestionnaires et ceux qu'on appelle les naturalistes non interventionnistes. Les écologues gestionnaires, ils considèrent que pour conserver la biodiversité, finalement, il faut continuer d'intervenir dans la nature. Parce que très souvent, la biodiversité, la grande qualité des milieux naturels, elle est liée aux usages qu'en font les hommes. Oui. Et les autres considèrent qu'il faut laisser la nature à elle-même, qu'il faut cesser d'intervenir, qu'il faut justement redonner une liberté à la nature. Mais est-elle souhaitable? Juste un exemple. Vous voyez, en Bretagne Sud, vous avez les îles des Glénans, et dans les années 60, les écologistes locaux se sont rendus compte qu'il y avait une fleur, donc c'est le narcisse de Glénan, qui était donc une fleur unique, rare, sur cette île, et qui était en voie de disparition parce qu'elle était cueillie par les touristes, et parce qu'elle était donc broutée par les animaux. Et donc, ils ont décidé, pour protéger cette narcisse, de créer une zone où plus personne ne pouvait aller, pour permettre à cette narcisse de se développer. Mais résultat, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que cette narcisse, au contraire, disparaissait. Parce que cette narcisse, pour se développer, avait besoin de la présence des bovidés, qui apportent aussi beaucoup de choses. Et du coup, ils ont réintroduit des bovidés, ils ont réintroduit donc des animaux parce que c'était nécessaire à la préservation de cet espace animal. On a un autre exemple en Grande-Bretagne avec l'argus à bandes bleues, qui est un papillon. Donc un papillon qui était en voie de disparition. Donc on a créé une zone, un sanctuaire, si vous voulez, autour des endroits où vivait ce papillon. Donc vraiment une zone mise sous cloche, un sanctuaire. Plus aucun homme n'y peut pénétrer, plus d'agriculture. Et puis, les écologistes britanniques se sont rendus compte que, contrairement à ce qui était attendu, le nombre d'argus à bandes bleues continuait à décroître. Le papillon était toujours menacé. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était à cause de l'embroussaillement naturel de l'espace que ce papillon ne trouvait plus, finalement, les végétaux dont il avait besoin pour se reproduire. Du coup, ils ont recommencé à défricher, ils ont recommencé à entretenir les milieux pour préserver la population de cet argus à bandes bleues. Donc, vous voyez, la question, c'est pas est-ce que la nature a encore de la liberté, c'est est-ce que la liberté pour la nature est souhaitable. En fait, tout dépend ce que l'on veut. Et je vois où vous en venez. J'ai une dernière question. Est-ce que, comment dire, on est aujourd'hui dans la crise japonaise. La nature qui a une force. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des raisons d'avoir peur de cette forêt en France ou c'est vraiment quelque chose qu'on contrôle? Alors, je ne vois pas quelle pourrait être la menace qu'il y a dans nos forêts. Les forêts sont des espaces vraiment très contrôlés, très gérés. C'est une représentation très urbaine, mais bon, comme je vous l'ai dit, qui correspond à notre imaginaire, de voir la forêt comme un espace immaîtrisé, alors que les forêts en France sont des espaces très cultivés, très gérés. En revanche, je pourrais dire que on a aujourd'hui cette représentation d'une menace avec le retour des grands prédateurs, comme le loup, par exemple, dans les Alpes, où là, pour un certain nombre d'habitants des Alpes, et puis surtout pour ceux qui vivent du pastoralisme, le loup est une menace. Mais finalement, c'est avant tout une menace de leurs usages de la nature. Yann, raison du Closio, merci, et à une prochaine fois.